Comment vit-on dans un pays en guerre? Comment continue-t-on à travailler, élever les enfants, maintenir une forme de normalité? Et si cela nous arrivait à nous? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Christophe Bissier, photographe et photojournaliste, réalisateur du film documentaire Ukraine, la vie malgré tout. Skipper professionnel dans le passé, puis capitaine de voiliers traditionnels, de navires à passagers, de remorqueurs et de navires de service, Christophe s'est familiarisé avec l'Ukraine via son chef mécanicien ukrainien dont il est devenu très proche durant la période de Covid, lorsqu'ils étaient restés bloqués 6 mois ensemble en Afrique. En 2025, Christophe a entrepris son voyage en Ukraine, caméra à la main, pour filmer le quotidien des Ukrainiens pendant la guerre. Bonjour Christophe, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté l'entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme réalisateur d'un film documentaire qui a déjà été présenté en France, qui s'intitule La vie malgré tout, c'est ça. Et donc, mais on sait aussi de la présentation de ce film que, évidemment, c'est votre premier film, premier documentaire sur l'Ukraine. Ma première question à vous, mais qui êtes-vous? Bonjour, déjà merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast. Écoutez, je suis Christophe Bessier, j'ai 55 ans, je suis photographe et vidéaste. Je travaille aussi bien pour les entreprises que pour la presse. Et je suis membre d'un collectif de photographes, le collectif DR, qui est aussi agence de presse. Vous avez aussi tout le parcours qui a précédé votre carrière, on va dire, de photographe, de l'acteur de cinéma. C'est-à-dire qui vous a mis en relation un peu particulière, n'est-ce pas, avec l'Ukraine. Racontez cela. Oui, tout à fait. En fait, pendant 25 ans, j'étais marin du commerce, donc je naviguais sur des navires marchands, la plupart du temps des remorquages ou des remorqueurs, pardon, ou des navires de service pour l'offshore pétrolier. Et j'ai travaillé au Gabon, en Afrique, de 2016 à 2020, et j'ai eu longtemps pour chef mécanicien Oleksiy, qui est un chef mécanicien ukrainien. Et il se trouve qu'en 2020, à la période Covid, on s'est retrouvés bloqués ensemble au Gabon à bord du navire. Bon, on pouvait continuer à travailler avec le navire, mais normalement on était censé faire des rotations de 2 mois à peu près à bord du navire. Et il y avait plus d'avions, donc en fait on a passé presque 6 mois ensemble à travailler quotidiennement. Et c'est ce qui a commencé en fait à créer des liens entre moi et l'Ukraine, au travers d'Oleksiy qui me parlait de son pays, et qui était aussi perturbé parce qu'à l'époque il avait son petit garçon qui avait juste 1 an, et en fait pour lui c'était très très dur de pas le voir au quotidien. Et puis ensuite on a pu rentrer chez nous. Moi j'ai pu rentrer au bout de 6 mois. Je crois que lui il est resté 7 ou 8 mois en Afrique. Il a pu rentrer chez lui également. Et on a toujours maintenu ce contact. Alors on s'est jamais recroisé physiquement, mais on a toujours maintenu ce contact par WhatsApp. Et il se trouve qu'en 2022, début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, il se trouve qu'une fois de plus, lui, il était loin de sa famille. Il était embarqué sur un navire de commerce aux Émirats arabes, je crois,
dans le Golfe, je pense que c'était Golfe Persique, et, euh, et une fois de plus, bah, il n'était pas chez lui alors que sa famille était en difficulté à Odessa. Et donc il a pu gérer à distance et rapidement il a pu mettre sa famille à l'abri en Moldavie. Mais du coup, lui, en fait, il a jamais remis un pied en Ukraine depuis ce moment-là, puisqu'en fait, il retrouve sa famille à chaque fois. Donc pour vous, alors, voilà, l'Ukraine, tout d'abord, c'est le visage de votre camarade, Alexis qui était avec vous et donc qui était, c'est à travers lui, en fait, que vous avez mis un visage sur le puits que vous connaissez évidemment pas à l'époque et donc c'est à travers Alexis, ce mécanicien, en fait, que vous avez découvert l'Ukraine. Décrivez votre, 24 février 2022 parce qu'on peut imaginer quand on a un ami d'un pays qu'on connaît pas, mais qu'on a un ami de ce pays-là, évidemment, ça sort une point d'entrée, donc on vous imagine inquiet et très intéressé par les événements en Ukraine, n'est-ce pas? Bah, tout à fait. Déjà en tant que Français, moi, ce qui m'a choqué au début de cette guerre, c'est elle est très très proche de nous. On a en France la chance d'avoir l'habitude d'être en sécurité et et voilà, c'est cette guerre qui est intervenue comme ça très rapidement sur le continent européen. Ça a forcément attiré mon attention et très rapidement, bah, j'ai pris contact avec Alexis pour savoir où il était, s'il était en sécurité. Et c'est là qu'il m'expliquait que justement il était loin de chez lui, quoi. Et donc, mais en même temps, évidemment, donc les actualités qui ont envahi, en fait, tout le média français à l'époque, que ça soit la télévision, que ça soit la presse écrite, évidemment, on peut vous imaginer, le lire et le regarder avec un peu plus d'intérêt qu'un Français moyen parce que ça vous concernait d'une manière ou d'une autre, non? Oui, tout à fait, parce que j'avais un lien avec quelqu'un qui était du pays, parce que sinon, effectivement, je m'étais jamais rendu en Ukraine je m'étais pas forcément particulièrement intéressé à l'Ukraine. Oui, donc et là, avec ce film, voilà, l'Ukraine, la vie malgré tout, un titre, tout à fait clair, en fait, qui met les mots, en fait, sur ce qui se passe, que vous avez découvert en Ukraine. Racontez-nous à quel moment est-ce que vous avez, eu cette idée que de vous déplacer, vous, personnellement, en Ukraine pour y chercher quoi? Pour y faire quoi? Dans quelle période c'était? Alors ça a été un cheminement, donc ça a pris un peu de temps, mais bah, c'est vrai à la télévision, on voit beaucoup des images du front, des explosions, des tranchées. On, j'ai trouvé, je trouvais que cette façon de faire la guerre était très différente de ce qu'on pouvait voir avant, puisqu'on était en fait à mi-chemin entre la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale, euh, mais en même temps mixé avec une guerre technologique, avec les drones. Euh, voilà, donc je trouvais que c'était entre guillemets intéressant comme nouvelle guerre et en même temps, bien sûr, effrayant. Euh, à force de voir toutes ces images, vraiment que de la ligne de front, des explosions, des destructions, ce qui représente effectivement la guerre, bien entendu. Moi, la question que je me suis posée vraiment personnellement, c'est voilà, c'est sur notre continent, c'est tout près. Si ça nous arrivait à nous en France, comment est-ce qu'on vivrait ça? Comment est-ce que moi je vivrais ça? C'est-à-dire quel est le quotidien dans un pays en guerre? Parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment l'imaginer. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, bah, à savoir comment je pouvais répondre à cette question. Et la meilleure manière de répondre à cette question, c'était d'aller sur place. Euh, et l'idée de faire un film, moi je suis photographe au départ, mais l'idée de faire un film, déjà j'aime beaucoup les films documentaires, c'est quelque chose qui m'attire depuis longtemps. Et je trouvais que c'était un médium qui était plus approprié en fait pour vraiment montrer le quotidien que juste quelques photographies. Et donc, à un moment donné, donc vous prenez cette décision que de réserver votre voyage, on peut l'imaginer comme ça, donc prendre vos billets d'avion, de train
et de vous déplacer en Ukraine. Décrivez ce tout premier voyage en Ukraine. Qu'est-ce que vous avez découvert sur place? Alors déjà en amont, j'ai préparé le voyage parce qu'on on se rend pas en Ukraine, comme ça, on fait voilà, on va pas faire du tourisme en Ukraine et de donc déjà pour commencer à comprendre, et à connaître un petit peu mieux le pays, je me suis rapproché, d'associations, d'aide à l'Ukraine ici, en région nantaise en France, heu et quand j'ai vraiment décidé de partir là-bas, j'ai passé l'information autour de moi et très rapidement, en fait, des gens m'ont donné des contacts sur place pour pouvoir être, heu, pour pouvoir être accueilli et donc voilà, il y a des contacts qui m'ont été donnés. J'ai aussi, contacté beaucoup d'organismes par email, entre autres la fédération d'athlétisme, ukrainien, puisque moi je m'intéressais aussi à à l'arrière du front, c'est-à-dire, bah, qu'est-ce que deviennent les blessés, que ce soit blessés physiques ou blessés, psychologiques, et qu'est-ce qui est mis en place pour les aider à surmonter, leur handicap ou, enfin même leur syndrome post-traumatique, après avoir vécu des choses terribles. Heu et il se trouve que la fédération d'athlétisme m'a très rapidement répondu, m'a ouvert aussi beaucoup de portes là-bas et voilà, de fil en aiguille, j'ai discuté avec les gens. Bon, il y a aussi des gens qui m'ont dit non, hein, tout simplement parce qu'ils étaient pas disponibles ou ils avaient pas envie ou ils avaient peut-être peur, un peu de voilà, ils savaient pas qui j'étais. Qu'est-ce que ce gars-là, il vient faire? C'est un journaliste, qu'est-ce qu'il va raconter sur l'Ukraine? Il faut aussi instaurer un climat un peu de confiance et puis à un moment effectivement, bah, j'ai décidé de prendre un billet d'avion pour la Pologne et ensuite un billet de train pour l'Ukraine, pour me rendre là-bas. J'ai trouvé un logement, sur place. Hem, Après j'ai un ami photojournaliste aussi qui est allé 4 fois en Ukraine, mais vraiment lui sur la ligne de front et il m'a aidé à préparer ce voyage avec, bah, comment on fait pour réserver un train en Ukraine, comment ça fonctionne, quelles sont un peu les subtilités, du terrain à connaître pour bien préparer son voyage. Heu, Aussi comment anticiper les alertes aériennes parce qu'en fait, c'est quand même aller dans un pays en guerre et qu'est-ce qu'on fait pendant les alertes aériennes? Donc je me suis formé aussi, là-dessus. J'ai trouvé beaucoup d'informations et puis j'ai trouvé un logement, on me dit voilà, avec quelques critères en termes de sécurité et puis quand je suis arrivé en fait à Kiev dans le logement, je me suis dit: «OK, le logement, bah, je le prolonge pour 3 semaines parce qu'il est adapté en fait aux critères que j'avais définis, quoi». Mmh. Avec un abri, on peut imaginer et donc plus ou moins sécurisé. C'était, j'imagine, c'était en 2024, c'est ça? C'était ou Ah, le 2023? voyage c'était non, le voyage c'était à l'automne 2025, octobre et novembre dernier, donc c'est D'accord. assez récent. Mmh. Donc c'est assez récent, donc c'est 25, donc l'Ukraine était en grande guerre depuis, on va dire, 3 ans, à cette époque-là. Presque, voilà, presque 3 ans. Donc c'était après des grands combats, donc cette guerre d'usure et vous découvrez pour vous, Kiev, la capitale, qui est déjà marquée par la guerre évidemment. Les gens, vous découvrez toute la société qui est là, qui est usée un peu, mais qui à la fois qui continue à vivre et donc vous êtes, caméra à la main, on devine parce que vous avez fait un film, donc et vous partez filmer, des choses, qui ne sont pas rapprochées de la ligne de front, mais qui racontent un peu le quotidien de la vie des Ukrainiens. Notamment, vous nous racontez, donc c'est le premier chapitre de votre, film, vous racontez, une vie, une histoire très touchante, une vie d'une école maternelle, dans un quartier, dans un arrondissement nord-ouest de Kiev, avec des gamins qui réagissent à des alertes, aériennes, comment ils descendent dans les abris, comment ils sont guidés et cetera. Comment ça se passait votre travail? Qu'est-ce que vous avez impressionné? Qu'est-ce qui a parlé à vous en fait, en tant que spectateur avec le caméra de ce qui se passait ici à Kiev? Oui, effectivement, et en plus l'école maternelle, c'est quasiment le tout premier reportage que j'ai fait en fait à Kiev. Donc moi j'avais pas eu le temps encore vraiment d'appréhender et de «m'habituer» entre guillemets à ce quotidien.
Donc c'est un contact qui m'avait été donné, donc j'avais rendez-vous dans cette école maternelle et j'ai dû arriver le matin, j'ai dû arriver vers 8h30 ou 9h et directement 9h30, ma première alerte aérienne. Donc bah, moi je me laisse porter en fait parce que eux sont compétents pour gérer ça. Moi je découvrais et du coup j'accompagne en fait tous ces enfants dans l'abri souterrain qui est sous l'école maternelle. Et ce qui m'a forcément surpris, c'est que ces gamins magnifiques, adorables, euh, bah, ils avaient pas peur. En tout cas, ils exprimaient pas de peur. Euh, pour eux, c'était vraiment une routine. La procédure était bien préparée et en fait, ils suivaient les instructions des enseignants et ils descendaient tranquillement les uns après les autres dans l'abri. Et une fois dans l'abri, bah, ils avaient des jeux, des crayons de couleur, et voilà, ils continuent leurs occupations, des petites filles qui se mettent à deux à dessiner, à colorier une jolie princesse. Et j'ai trouvé ça dingue parce que et je pense que c'est l'intérêt aussi du film, c'est que les gens peuvent se transposer en fait. Les gens qui voient le film ici en France, ben, ils ont, pour la plupart, ils ont des enfants autant moi je me le suis dit, j'ai une fille bon qui est grande maintenant, mais j'ai eu un enfant petit et ces gens qui voient le film euh, peuvent se dire ah bah oui mais si c'était mon gosse qui était là dans cette école maternelle quoi. Euh, c'est les gamins, les enfants paraissaient tellement détendus et c'est tellement dingue en fait de voir qu'est imposé comme ça à des enfants de vivre avec un quotidien entrecoupé d'alertes aériennes. Donc cette alerte, elle a pas duré très longtemps. Elle a duré 1h30. Mais en discutant avec les enseignants, avec les encadrants, ils m'ont avoué que une fois, ils ont passé 12 heures dans l'abri, quoi. Enfin, c'est terrible, terrible. Oui, parfois c'est long, ça dépend des jours, ça dépend de défis qui sont là, de la situation sur le front. Évidemment, ça peut être très différent, mais évidemment, il y a des réflexes et donc, à quel moment après vous décrivez, je crois que vous avez filmé aussi à Bila Tserkva parce que là, il y a c'était ce chapitre qui porte sur la résistance, sur les femmes jeunes et pas si jeunes que ça, qui cuisinent après qui font des filets de camouflage, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. C'est Donc, ça. Mmh. voilà et donc qui sont engagés dans cette activité civile, un peu civile, voilà, pour aider le front et cetera et donc à quel moment est-ce que le titre même, voilà, vous est venu à l'esprit la vie malgré tout, c'est un titre qui est profond, qui dit tout. Comment est-ce que vous avez forgé, en fait, ce titre dans votre tête? En fait, quand j'ai préparé ce reportage, avant d'aller en Ukraine, j'avais imaginé un titre qui était un petit peu différent, qui était Ukraine, la vie continue. Et donc, vous voyez, on n'est pas loin, mais au final, si j'avais appelé le film La vie continue, ça sous-entend bah, la vie continue sans que ça change vraiment, sans impact sur le quotidien. Et en vivant sur place, j'ai vraiment réalisé que, bah, enfin, que le titre n'était pas adapté, que le titre n'était pas assez fort, et, euh, et que les Ukrainiens étaient vraiment attachés à cette vie malgré la guerre, malgré tout ce qu'ils subissent. Euh, Voilà, d'où le titre la vie malgré tout, qui me semble plus adapté et plus fort aussi pour représenter ce que vivent les Ukrainiens. Voilà, donc la vie qui malgré tout, malgré les alertes, malgré le danger permanent, donc c'est une image, de guerre un peu différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir d'une manière habituelle parce que ça montre pas le front, mais ça montre aussi que la guerre, elle est toute en profondeur en fait de territoire ukrainien. L'Ukraine, c'est un grand pays, surface, comme la France à peu près et donc en toute la profondeur, même très loin des centaines de kilomètres de la ligne du front,
on a quand même des séquelles. On voit non seulement parfois malheureusement des drones, des missiles qui arrivent jusqu'à Kiev facilement et jusqu'à Lviv, par exemple, où vous avez aussi filmé, nous allons en parler, mais que sur le quotidien, ça touche tout et chacun, ça touche les petits gamins. D'ailleurs, voilà, les gamins que vous montrez dans votre film, voilà, si vous filmez en 2025, il est presque certain que ces gamins sont nés déjà durant la grande invasion parce qu'ils ont 3 4 ans, c'est-à-dire que c'était des enfants qui n'ont jamais connu une autre vie que celle-là pendant la guerre. C'est-à-dire que qu'ils connaissent pas ce qu'on peut avoir une vie où il y a pas des abris, il y a pas d'alerte, ça n'existe pas dans leur tête, tout simplement. Alors, vous vous déplacez à Lviv pour nous montrer des scènes beaucoup plus tragiques, et aussi des scènes du quotidien, voilà, dans le chapitre consacré aux enterrements auxquels vous assistez à Lviv. Décrivez-nous pourquoi ce thème des enterrements, c'est un moment extrêmement douloureux que vous filmez en longueur. Oui, tout à fait. Il me semblait important d'avoir ce type d'image dans le film euh, pour, peut-être contrebalancer un petit peu d'autres images. euh, voilà, dans le film, il y a des images, on voit des enfants qui jouent dans des parcs, on voit des gens qui se promènent entre adultes avec une poussette. Euh, donc, je voulais pas non plus que ce film ne représente pas la réalité. Et la réalité, c'est que effectivement, la vie continue malgré tout à peu près normalement. Enfin, j'aime pas trop ce terme, mais c'est à peu près normalement. Mais quand même, bah, quotidiennement, il y a des morts et il me semblait important de montrer pour ça une cérémonie religieuse où là, c'était l'enterrement de deux militaires. Euh, dans le film, il y a aussi des images de tous ces lieux de mémoire qu'on retrouve partout, que ce soit un petit lieu très restreint dans le zoo de Kiev, où en fait ce lieu de mémoire, il est consacré aux, aux membres du personnel du zoo bah, qui ont été tués par la guerre. Euh, mais aussi au centre de Kiev, place de l'Indépendance, voilà toute cette place qui est complètement dingue avec tous les tous les drapeaux, les portraits des militaires qui sont morts. À Lviv, un cimetière, c'est un Ukrainien qui m'a accompagné dans ce cimetière et voilà, c'est un champ à côté du cimetière civil qui a été dédié à l'enterrement des morts au combat. Euh, Quand je suis passé au début novembre 2025, le cimetière était enfin le champ qui était devenu un cimetière était aux 2 tiers plein et mon traducteur ukrainien qui m'accompagnait, il m'a dit, tu sais Christophe, si tu reviens au printemps, il y aura plus de place quoi. Et, euh, et je trouve ça terrible. Et des enterrements, il y en a tous les jours. Enfin, moi, j'en ai pas vu tous les jours, mais j'imagine qu'il y en a tous les jours. Et pour ça, il me semblait important de montrer bah, que la guerre, c'est aussi la mort, quoi. Mmh. Mm. Il s'agit de ce cimetière très connu de Lviv, de Lytchakivsk. Lytchakivsk, donc il y a cet emplacement qui s'appelle d'une manière commune en Ukraine l'allée de la gloire. Malheureusement, ce n'est pas le seul cimetière dans toutes les villes, villages de taille, grande, moyenne, petite, n'importe. Et on peut facilement repérer, visuellement même tout de suite, en fait, où sont enterrés les soldats tombés au combat parce qu'il y a toujours des drapeaux ukrainiens qui flottent et donc ça démontre aussi une chose qu'on ignore. Souvent, on discute souvent que voilà le pays est divisé, qu'il y a le front et l'arrière et que l'arrière, elle profite de la vie tant que le front est là. Alors que quand on se déplace, quand on voyage en Ukraine comme vous l'avez fait à Lviv, c'est à l'extrémité l'ouest depuis, c'est un endroit relativement loin de la ligne du front, alors que justement, ce sont des originaires en fait de cette ville qui voilà qui payent, on peut dire, le tribut très très lourd pour l'effort de guerre. Et donc on voit et donc vous interviewez justement le responsable de ce cimetière là. Ce qui était aussi très touchant,
C'est histoire du zoo, en fait, du zoo à Kiev. Donc c'est un zoo où il y a des monuments pour les gens tombés au combat, c'est-à-dire des travailleurs, c'était des civils qui s'étaient engagés dans l'armée, mais après, vous interviewez aussi le responsable du zoo qui vous raconte aussi les histoires des animaux qu'ils ont sauvés. Racontez-nous. Oui, effectivement, j'ai interviewé le directeur du zoo, qui décrit toute cette énergie qui a été mise dès le début de la guerre, en fait, pour préserver les animaux dans les zoos, pour déplacer les animaux euh, qui se trouvaient dans des zoos sur des zones bombardées, enfin des zones occupées. Et, euh, et c'est vrai qu'alors c'est pas forcément toujours bien compris en France, l'énergie qui est mise pour euh, pour sauver les animaux et les animaux de compagnie en Ukraine. Euh, voilà, peut-être que vu de la France, on se dit oui, mais il y a des humains qui meurent. Oui, il y a des humains qui meurent, mais les humains ils vivent aussi avec des animaux et c'est vrai j'ai l'impression qu'il y a un attachement particulier en Ukraine pour les animaux de manière générale et pour les animaux de compagnie. Et, euh, et ce directeur de zoo, dans cette interview, il fait il parle du soutien que le zoo de Kiev et que les zoos de manière générale en Ukraine ont eu de la part de zoos internationaux. Alors bon, voilà, comme moi je suis français, il a parlé des zoos parisiens, mais il a aussi, je crois, cité la Chine ou le Japon. Enfin, très rapidement, ils ont eu un fort soutien pour pouvoir déplacer les animaux, les accueillir, les soigner, les protéger, construire des nouveaux locaux pour les protéger. Et ce que je trouve intéressant dans ce que dit le directeur, c'est enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est le rapport entre l'énergie qui a pu être mise à l'international pour aider les animaux, euh, comparé à ce qui a peut-être pas été suffisamment fait à l'international pour aider les humains. Voilà. Alors c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans son discours et bien sûr il a insisté énormément sur le fait que cette guerre elle va être longue et qu'il y a un moment ils ont besoin d'aide pour arriver à faire face quoi. Oui, pour arriver à faire face et pour essayer de sauver tout ce qui est vivant. Donc, on représente évidemment souvent cette guerre comme la lutte de la vie contre la mort, parce que ce que fait l'armée russe, justement, donc vous n'en parlez pas dans votre film, mais évidemment, nous connaissons des tristes épisodes de véritables écocides, comme par exemple au sud de l'Ukraine, l'explosion du barrage de Kakhovka qui a inondé beaucoup de surface et qui a séché le lac de Kakhovka, quelle influence ça a eu sur l'écosystème, sur les animaux sauvages et les animaux domestiques, parce qu'il y avait énormément de victimes, si on peut parler comme ça, par rapport aux animaux. Et donc, nous avons tous vu des images des Ukrainiens inondés, de Kherson inondés, qui sauvaient, je sais pas, leurs poules, essayer de sauver leurs vaches, leurs chiens, chats évidemment, au risque de leur propre vie. Donc ça, il y a cet aspect-là justement. Il y a tout un zoo de Askania Nova dans la région de Kherson qui est en occupation aujourd'hui. Et donc les rares messages que nous recevons, évidemment, ils sont très désespérés parce que évidemment, comment un zoo vit en occupation quand il n'y a pas de moyens, quand il n'y a pas de logistique, quand l'occupant s'en fiche complètement en fait de tout cela. Donc c'est toute une problématique. Et donc il y a cette scène très touchante dans votre film quand vous montrez comment ce zoo de Kiev, il profite pour aider aussi les militaires. Et donc il y a cette scène où les animaux de zoo, très exotiques, vous allez dire lesquels, et bon, ils sont avec les militaires. Comment ça s'appelle, donc cette manière de réhabiliter les militaires qui ont passé par des combats, par la présence parce qu'ils puissent toucher ce petit animal, et cetera.
Ah oui, effectivement. Alors, je vous redonnais le nom des animaux. Je les ai malheureusement, j'ai pas retenu. Et Mais c'était. ils sont exotiques, ce sont pas les animaux qu'on qu'on croise tous les jours, c'est vrai. Non, non, il y a, voilà, puis il y a aussi bien des petits mammifères, bah, pour que ça soit transportable, hein, et puis des insectes, hein. Et donc une espèce de gros blattes et puis un spasme, je crois. Les mammifères, c'était, enfin le nom ne me revient pas, mais c'est un peu genre des lapins, quoi. Enfin, c'est un peu de la même famille. Et, et effectivement, un de mes contacts travaillait dans ce zoo et donc m'a parlé du zoo et des euh, et des activités extérieures au zoo. Et voilà, ils m'ont expliqué ils allaient dans les hôpitaux. Alors ils ont aussi des choses avec les écoles, mais moi j'ai pas pu filmer ça. Et donc, il travaille avec des hôpitaux militaires. Et, j'avoue que moi, j'y suis vraiment allé par curiosité, en me disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire avec des animaux dans les hôpitaux militaires, quoi. Et, et donc, je les ai accompagnés parce que on imagine un militaire, c'est quelqu'un qui fait la guerre, c'est quelqu'un qui est solide, qui est un combattant. On a cette image dans la tête où le militaire, il a le gilet pare-balles, le casque, ses armes, etc. Et on, on- on- je trouve que ça rend une image de super-héros et de quelqu'un d'indestructible, quoi. Et, alors je suis allé avec eux dans deux hôpitaux militaires. Le premier hôpital, j'avais pas le droit de filmer, voilà, donc je respecte ça. Et le deuxième hôpital militaire, donc les images sont dans le film. Donc on arrive, donc les gens sont plus ou moins prévenus que le personnel du zoo arrive avec quelques animaux. Il y a un grand hall. Dans ce hall, il y a des gens qui jouent au billard, au baby-foot. Il y a comme dans un coin du hall un barbier et un coiffeur qui se sont installés là pour faire passer un bon moment aux militaires pour se raser, se coiffer. Et puis sur une table de ping-pong, on dépose comme ça les animaux et puis les militaires commencent à arriver et, et après le mot passe j'imagine, dans les couloirs de l'hôpital et au bout d'un moment, on se retrouve, je sais pas, peut-être 30, 40 personnes et, et puis on voit le personnel du zoo qui sort les animaux des cages et tout, qui commence à les mettre dans les bras des militaires, sur leurs mains et tout. Et, j'ai trouvé magnifique en fait le travail qu'ils font. euh, et j'ai été énormément surpris de la réaction des militaires. Alors on voit que on voit que psychologiquement ils ont souffert. Certains sont très très maigres, donc j'ai pas posé de questions là-dessus, mais je peux imaginer que c'est des gens qui ont passé du temps en détention, par exemple. Et, et voilà, on leur met les animaux dans les bras, et là ils se mettent à les caresser, à les manipuler avec des regards d'enfants, quoi. Euh, et là j'ai vraiment compris en fait ce que ces missions pouvaient apporter du réconfort, de la tendresse, des sourires, parce que les gars, alors bon, moi je parle pas ukrainien, mais je peux imaginer qu'ils déconnent un peu entre eux, ils se font un peu des vannes et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment vraiment bon enfant. Et moi j'ai passé vraiment un super moment. Enfin, à ce moment-là, en fait, tout le voyage en Ukraine, j'ai trouvé
j'ai trouvé les gens humainement incroyables, quoi. Oui, c'est une scène particulièrement émouvante parce qu'elle est rare, elle est pas du tout non plus courante en Ukraine que de voir ces images, voilà, de cette réhabilitation et donc de voir chez les militaires, voilà, on est tous un peu enfants, même si on a fait la guerre, donc et on devine dans ces grands hommes en fait épuisés, marqués par les combats, des garçons qui étaient à l'époque. Donc c'est quand tu voilà, ils caressaient un chat ou un chien dans la rue, etc. Donc c'est très touchant cette scène-là. Donc il y a une autre scène qui est extrêmement intéressante et je dirais très originale parce que, ça court pas non plus comme image. Vous retournez, vous êtes toujours à Kiev et vous contactez cette association, je crois, de bowling qui aide, aussi aux militaires, mais aux militaires déjà, bah, blessés, qui sont en réhabilitation ou après leur réhabilitation, qui eux, ils jouent au bowling. Pourquoi? Oui, tout à fait. Alors cet organisme s'appelle MISNI 300. 300, vous savez, c'est le code militaire pour blessés. Ça, on me l'a expliqué il y a pas très très longtemps. Donc cette association, elle a été créée à l'initiative de Andriy, donc un vétéran, un ancien combattant. Euh, et l'idée, c'est d'aider les militaires ou les proches des militaires à se réhabiliter physiquement et psychologiquement dans leur quotidien. Donc là, il m'avait donné rendez-vous au bowling où j'ai retrouvé le, le coach qui est aussi en fait le coach, enfin l'entraîneur de l'équipe ukrainienne nationale de bowling. Et puis quelques personnes, donc un militaire qui a été emprisonné de mémoire pendant 20 mois, un autre qui a perdu sa jambe, et puis une jeune femme qui, elle, n'est pas militaire, mais dont le mari a disparu. Enfin, moi je lui dis, mais votre mari, il a disparu. Elle me dit non, il est mort, mais voilà, on n'a pas retrouvé son corps, quoi. Et, euh, et ce moment au bowling, bah, c'est un moment de convivialité et en même temps d'activité sportive où, où ils se retrouvent et où ils partagent et où en fait, ils essayent de continuer à vivre malgré ce qu'ils ont vécu. Et dans le film, en fait, c'est eux qui en parlent le mieux, hein. Voilà, ils ont témoigné un peu les uns après les autres et c'est eux qui expriment le mieux ça, quoi. Oui, c'est très surprenant que de voir des anciens militaires en réhabilitation, voilà et cette femme surtout, c'est déchirant son interview parce qu'elle raconte, elle dit que mon mari est disparu et elle se passe du temps avec les gars, avec les garçons, avec les hommes, voilà, autour de bowling. Ce sont des choses qu'on rapproche pas, d'une manière habituelle quand on parle de la guerre, on pense pas au bowling hein, et pourtant c'est ça, donc c'est le moment d'être ensemble, d'avoir une activité physique, en compagnie d'autres personnes, pour, soigner tant qu'on le peut évidemment les blessures de la guerre, les pertes que chacun ou chacune, ont eues durant ce grand conflit. Donc ça rend cette image, tout à fait, humaine, et quotidienne et donc, on peut facilement imaginer, qu'un spectateur, en France, quand il regarde ce film, il dit: «Tiens, mais moi, je fais du bowling, moi je vais au zoo avec mes enfants, mais tiens, je vais moi dans les écoles maternelles et donc ça c'est un peu le récit sur la guerre à la hauteur d'hommes et femmes, ordinaires et donc ce qui est particulièrement touchant. Donc, voilà ma question, sans doute avant-dernière, donc vous avez montré ce film à Nantes, il y avait une projection qui a recueilli beaucoup de monde. Donc, quelles étaient les réactions du public voilà, face, à ce récit, très original sur la guerre, que la Russie a imposée à l'Ukraine? Bah, écoutez, oui, oui, effectivement, il y avait à peu près 150 personnes pour la première projection, aussi bien, des Français que des Ukrainiens et le film dure 68 minutes et
je pense que suite au film, on a dû échanger avec le public pendant 2 bonnes heures avec des questions sur ma démarche, hein, les questions que vous m'avez posées un peu tout à l'heure, pourquoi j'avais décidé de partir en Ukraine et dans quel but. Il y a eu aussi des témoignages touchants. Non, je crois que les gens étaient vraiment émus par le film, euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, parce que je crois vraiment que c'est transposable à notre quotidien à nous, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça qui a touché les gens. Et on parlait tout à l'heure à l'instant de bullying. Et, euh, et en fait, dans le film, il y a un petit moment, on voit des jeunes qui tournent sur une piste en roller. Et, et ce qui est étonnant, c'est que le lendemain de la projection, il y a un monsieur qui était dans le public qui m'a contacté, qui m'a parlé de ce plan dans le film. Mais c'est un plan qui dure 10 secondes à peine, quoi. Et il m'a dit voilà, je suis à Saint-Herblain, avec mon fils, on fait du roller au club de Saint-Herblain. Euh, en fait, on aimerait trouver les coordonnées de ce club de roller à Kiev, et puis voir comment on peut échanger, je sais pas si ça ira jusqu'à une espèce de jumelage ou un truc comme ça, mais ce monsieur, donc ce père de famille a été touché par le film, et je pense qu'il s'est dit bon, ça serait peut-être pas idiot de se rapprocher d'un club de roller à Kiev et puis d'échanger avec eux, parce que peut-être ça nous permettrait de mieux comprendre aussi encore leur quotidien. Donc voilà, ça c'est le genre de réaction. Enfin, c'est peut-être ça peut paraître hyper simpliste. Bah, moi je dis que si le film y permet ça, bah c'est génial déjà, quoi. Parce que il ouvre euh, sur un intérêt vers l'Ukraine, quoi. Oui, donc il montre beaucoup de ressemblances en fait entre le public français qui voit le film et le public en Ukraine. Donc les gens peuvent très facilement s'identifier, s'imaginer dans les circonstances aussi tragiques que la guerre et donc se dire tiens, ils sont comme nous, ils sont avec nous, ils sont comme nous exactement. Donc on peut échanger, on peut faire des projets ensemble. Et donc ça, c'est cette dimension-là qui est très précieuse dans votre film. Ma dernière question à vous, Christophe, là, après ce premier événement à Nantes, vous projetez faire, toute une, série en fait de comment dire? De montrer ce film, faire une tournée en France. Donc, racontez-nous quels sont vos projets et qu'est-ce que vous recherchez pour que ce film soit vu par le maximum, de personnes en France? Alors, moi, c'est mon premier film, donc je découvre aussi le métier de distributeur de films quelque part. Euh, voilà, moi j'avais besoin de savoir si le film avait de l'intérêt, parce que évidemment, faire ce film, pour moi, c'était important, mais il faut aussi qu'il apporte quelque chose au public. Euh, Là, j'ai compris aujourd'hui que le film a un intérêt pour le public, et j'aimerais effectivement qu'il puisse être vu par un maximum de personnes. Donc moi, j'en parle sur les réseaux sociaux, les associations ukrainiennes en parlent entre elles. Euh, à ce jour, j'ai des demandes pour faire des projections sur Lyon, sur Reims, probablement sur Lorient. Je pense qu'il y aura d'autres projections à Nantes. Et voilà, donc je cherche à faire savoir aux gens que le film est disponible pour des projections, que ce soit des projections seules ou des projections éventuellement avec ma présence, où donc je peux me déplacer pour témoigner, ce qui donne aussi peut-être un peu plus de force à l'événement, parce que les gens vont pas juste voir un film, ils vont voir un film, mais aussi en même temps la personne qui a tourné les images sur le terrain et qui pourra répondre à leurs questions. Donc voilà, je cherche à le faire savoir. Je pense que votre podcast va m'aider là-dessus. Merci beaucoup. Et puis l'aventure de ce film n'est pas finie. Je crois vraiment que qu'on va continuer d'en parler.
Voilà, et évidemment, nous espérons que le film sera vu en France par le maximum de personnes dans plusieurs villes. Évidemment, c'est un film tourné avec beaucoup d'humanité, beaucoup de compréhension depuis. C'est un film qui est tout à fait original pour plusieurs raisons. Il montre ce que vous ne voyez pas d'une manière générale dans les actualités sur la guerre en Ukraine. Donc, c'est un film qui donne une certaine profondeur et donc c'est le film dans lequel même nous, les Ukrainiens, on a découvert des choses que nous, on ignorait. Comme par exemple cette histoire du zoo ou comme par exemple cette histoire de bowling. On ne savait pas que les militaires blessés et donc il y a aussi une femme d'un militaire disparu, voilà, ils jouent au bowling et puis la vie continue malgré tout. Merci beaucoup Christophe. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Christophe Bissier, photographe et photojournaliste, réalisateur du film documentaire Ukraine, la vie malgré tout. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.